comment repenser la fidélité. Coucou, chers auditoristes, c'est l'heure de renverser la table avec Sabine Valence, autrice du livre « Aimer sans posséder », une critique féministe de la fidélité qui, j'espère, provoquera d'intéressantes conversations avec les personnes que vous aimez. Bonne écoute. Pour moi, beaucoup de gens ne sont pas infidèles parce qu'ils sont lâches, égoïstes, monstrueux, etc. Ils sont infidèles parce que c'est la fidélité qui les rend infidèles. Le problème n'est pas chez les gens, il est chez les modèles amoureux. Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Quand j'ai commencé à travailler en tant que journaliste sur l'amour, l'amitié, le couple et les relations affectives en général, de plus en plus de personnes m'ont confié leurs histoires et ça s'est jamais vraiment arrêté. Et sans surprise, il est quand même très souvent question d'histoires de tromperie, de désirs contrariés, de honte et de culpabilité. Il est évident que la question de la fidélité et de l'exclusivité sexuelle et sentimentale et de la jalousie crée d'énormes troubles dont il est encore difficile de parler. Mon invitée, Sabine Valence, a 38 ans. Elle est chef cuisinière et en 2022, elle a lancé le compte Instagram Fidélité Mes Fesses pour confronter ses réflexions au regard des autres, quitte à se fâcher avec un bon nombre de ses lectrices. De ce travail est né un essai que j'ai trouvé très convaincant qui s'appelle Aimer sans posséder, une critique féministe de la fidélité, paru aux éditions Textuelles. Vous le repérerez à sa belle couverture violette. Elle y interroge et elle démonte cette norme culturelle sur laquelle les couples sont basés. Norme, ça veut dire deux choses très différentes. Il y a la norme au sens de la règle, de ce qui est attendu, et puis il y a la norme au sens de ce qui est le plus répandu. Or, l'exclusivité sentimentale et sexuelle absolue est moins fréquente qu'autrefois. Il y a une enquête IFOP qui estime que plus d'un homme sur deux et plus d'une femme sur trois admettent avoir déjà été infidèles. Et ça a augmenté ces dernières décennies. Il y avait 20% des Français qui admettaient avoir été infidèles en 70, et aujourd'hui, c'est presque 40%. Autrement dit, on érige en règle absolue quelque chose qu'une grande partie d'entre nous ne respecte pas. Et donc, ça oblige à poser la question autrement. Si le problème, c'était pas les gens, mais la règle elle-même. Parce que les règles, elles bougent. Il y a quelques décennies à peine, on jugeait inconcevable un couple qui ne vivait pas sous le même toit, qui ne faisait pas d'enfants, ou une femme aurait son propre compte en banque. Tout ça existe sans choquer personne. Peut-être que la monogamie est en train de se déplacer. D'après une étude de l'IFOP parue en 2025, il y a 5% des personnes en couple qui se disent aujourd'hui en couple libre contre 1% en 2017. Donc avec mon invité, on passe en revue les raisons de l'existence de cette norme monogame et on se voile pas la face sur les difficultés que ça engendre quand on décide de ne plus la respecter. Il faut regarder ce qui coince. Dans un couple hétérosexuel, dans un monde encore patriarcal et pétri de domination en général, la non-monogamie peut très vite devenir une catastrophe et être utilisée au service des dominants. Donc on se demande si en finir avec la fidélité, ça libère vraiment les femmes ou est-ce que ça nous ajoute une injonction de plus. Donc vous inquiétez pas, on va pas essayer de vous convertir, je vous le dis parce qu'il y a quelque chose d'un peu horripilant parfois dans certains discours sur le polyamour, le couple libre, etc. Un sentiment de supériorité, quoi. C'est une façon de sous-entendre qu'on serait pas tout à fait libre ou assez cool si on s'y mettait pas. C'est pas du tout l'esprit de cette conversation. Sabine Valence va commencer par nous parler de son cheminement, de comment elle vit personnellement cette question et pourquoi elle s'est posé autant de questions sur ce sujet. Elle a été en couple et elle est toujours en couple avec l'homme qu'elle a choisi quand elle avait 18 ans. Elle dit pas d'ailleurs qu'elle est en couple libre, elle dit qu'elle est en couple et qu'elle est libre. C'est aussi une définition dans laquelle je me reconnais. Mais elle raconte que ça n'a pas toujours été aussi évident. Mon histoire avec lui a commencé, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Et en fait, à 18 ans, vraiment, j'ai tout de suite senti le poids de... Voilà, tu es en couple avec quelqu'un avec qui tu peux te dire « je resterai bien toute ma vie ». Et tu te dis, voilà, vraiment, c'est fini. Enfin, c'est-à-dire que plus jamais je n'aurai un premier baiser, plus jamais je n'aurai un début d'histoire, plus jamais je ne pourrai m'autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre sur le plan intime, affectif, amoureux, sexuel. Et ça a vraiment été comme une chape de plomb qui m'est tombée dessus. Mais voilà, c'était pas quelque chose que j'estimais pouvoir
pouvoir remettre un jour en question, parce que pour moi, c'était comme ça. Et presque le fait que je ressente ça, je me disais, mais c'est quoi mon problème, en fait? D'autant que la personne avec qui j'étais, avec qui je suis toujours, est quelqu'un vraiment... Enfin, je vais pas dire qu'il est parfait, mais on n'en est pas loin. Donc vraiment, j'avais rien à lui reprocher qui puisse justifier que j'ai besoin d'autre chose que de cette histoire. Et en fait, au fil des années, je me suis rendu compte aussi que je commençais à avoir de la curiosité pour ces relations-là et que ça commençait vraiment à me remuer intérieurement, de me dire plus jamais je pourrais, ou alors ça tombera sous le sceau infamant de elle a trompé, elle a trahi, etc. Ça lui fera de la peine. Voilà, ça lui fera de la peine, ouais. Je vais devoir mentir. Devoir mentir, ça me culpabilisait énormément. Je me disais, il mérite pas ça, toute cette peine que je peux lui faire, tout ce mal. Puis surtout que c'était, on faisait à l'époque partie de ces couples qui se disaient, bah si ça arrive un jour, on se sépare. Enfin, je te quitte, sans autre forme de procès. C'était ça donc le contrat. Oui, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je suis tombée sur un blog qui s'appelle Les Fesses de la Crémière. Je sais pas si tu le connais, mais qui déconstruit vraiment tout ça. Et ça a ouvert un boulevard de discussion entre lui et moi. En fait, on a commencé très très vite à tout déconstruire. Aussi parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment assumé de mes besoins, mes envies. Et je lui ai dit, en fait, là, moi, à un moment, je peux plus faire semblant. Donc, je suis arrivée au point où je suis prête à ce qu'on se sépare si je peux pas... Voilà. Mais disons que le féminisme a aussi beaucoup nourri tout ça. J'ai commencé à me rendre compte que cette idée de libre disposition de soi, c'était au fondement du féminisme. Et la privation de la disposition de soi, c'était au fondement des femmes, c'était au fondement du patriarcat. Donc il y avait aussi quelque chose qui se jouait à cet endroit-là. Je pense que le féminisme et cette 4e vague qu'on vit actuellement, qui tourne quand même vachement depuis MeToo, autour de, effectivement, les désirs des femmes ont de l'importance, leur consentement a de l'importance, le respect de leur corps a de l'importance, le respect de ce qu'elles ressentent elles-mêmes est important. Ça a contribué à beaucoup déculpabiliser les femmes sur ça, et du coup, évidemment que mon livre s'inscrit totalement dans cette espèce de déculpabilisation et cet intérêt pour, cette conscience que, oui, en fait, les femmes ressentent des choses, ont des désirs, et c'est peut-être une bonne chose. C'est ça que je trouve super intéressant, en fait, le fait que tu assumes que c'est une critique féministe aussi de ces notions-là, qu'on peut approcher la non-monogamie en féministe, c'est-à-dire, oui, nos désirs ont de l'importance, nos désirs sexuels, alors même que le patriarcat vise à canaliser, interdire, restreindre les désirs sexuels des femmes, à tel point que je pense à la sexologue Maëlys Castet, qui écrit dans son livre Corvée de sexe, et elle est évidemment pas le seul à le dire, que dans son cabinet défilent des femmes qui n'ont en réalité pas de désir, pas parce qu'elle serait défectueuse, mais aussi parce que le patriarcat, en nous socialisant comme étant au service des autres perpétuellement, nous prive en fait de nos capacités fantasmatiques, de nos désirs, de toutes nos ressources en fait de libido. Et qu'ensuite on vient se faire réparer chez le sexologue parce qu'en fait on est à sec, on n'en peut plus, on a été vidé de notre substance. Et donc tu dis, et c'est super intéressant, c'est un argument que j'ai répété ensuite après avoir lu ton livre pour le tester aussi auprès des personnes autour de moi, pour dire, bon, MeToo, le grand mouvement de dénonciation des violences sexuelles, c'est pour dire personne n'a le droit de toucher notre corps sans notre consentement. Personne n'a le droit de nous traiter comme des proies, personne n'a le droit de nous contraindre. Mais alors, si on trouve tout à fait anormal de contraindre une femme à avoir des rapports sexuels, on trouve ça par contre normal de la contraindre à ne pas en avoir. Pour moi, il y a clairement une continuité. Si on veut clamer que nos corps nous appartiennent, il faut bien les clamer jusqu'au bout, c'est-à-dire de refuser, pour moi, le principe de fidélité qui est finalement un espèce de contrôle mutuel des corps. Ouais. On va y venir, mais donc au cœur de cette réflexion, il y a l'idée de la souveraineté en fait sur son propre corps. Alors souveraineté qui a quand même des limites aussi. Dans la loi, par exemple, vous pouvez pas décider de vous couper une jambe parce que vous en avez envie, vous voyez. C'est pas. Non, mais je veux dire, il y a quand même des limites aussi. C'est pas vrai qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec son corps, même s'il y a des artistes qui ont poussé très très loin ça. Je pense à Orlan, par exemple, qui s'est fait greffer toutes sortes de choses dans son visage, a subi toutes sortes d'opérations et tout. Et puis c'est aussi la question de la souveraineté sexuelle. C'est la question qui est au cœur du débat sur le travail du sexe versus la prostitution. Est-ce que vraiment on peut être libre de vendre des services sexuels, son corps, etc. Mais c'est quand même intéressant d'examiner cette question de la fidélité en partant de la question de la souveraineté. Est-ce que j'ai le droit de faire usage de mon corps, donc d'avoir des relations sexuelles avec les personnes qui me plaisent en étant consentante? Mais d'abord, je me dis qu'il faudrait, pour bien comprendre pourquoi ça c'est une question féministe, il faudrait revenir sur l'histoire de cette norme monogame et l'histoire de la fidélité
Pourquoi est-ce que c'est les socles principaux du couple dans quasiment toutes les cultures? Pas dans toutes, on va en parler un peu. Il y aura un épisode spécial sur toutes les cultures dans lesquelles la monogamie, la fidélité ne vont pas du tout de soi, voire même des cultures où c'est tout l'inverse. Mmh. Mais en tout cas, dans la nôtre, depuis fort longtemps, même si ça n'est plus puni par la loi, l'adultère était un crime, l'adultère féminin, encore plus réprimé que l'adultère masculin. Tu rappelles qu'en France, en 1960, il a fallu attendre 1975 pour que l'adultère soit plus considéré comme une faute pénale. Ça pouvait être une circonstance atténuante pour les maris qui tuaient leurs femmes, pour les féminicides, s'ils les avaient découverts au domicile en compagnie d'un amant. Ce qui n'était pas le cas pour les femmes. Donc en fait, on vient quand même d'une culture qui réprime très très gravement l'infidélité sexuelle des femmes. Tout en encourageant celle des hommes, puisqu'on vient aussi d'une culture où on encourageait par exemple les soldats à aller dans les bordels militaires de campagne. Donc il y avait une prostitution d'État aussi qui était encouragée, et tout simplement énormément de femmes ne pouvaient pas vivre sans cette activité, donc c'est-à-dire sans que les hommes soient infidèles sexuellement. Voilà. Donc on vient quand même de cette culture qui criminalise et qui condamne férocement et qui continue de le faire. Pourquoi ? C'est quoi les raisons ? À quoi ça sert en fait cette norme monogame et cette norme de la fidélité sexuelle selon toi ? Si on fait un peu d'histoire et d'anthropologie, même si c'est plus des hypothèses, on va dire, sur l'avènement de la monogamie, mais en gros, ça remonterait à peu près 12 000 ans, quand l'humanité a commencé à se sédentariser, à exploiter le vivant, et du coup à produire des ressources, des richesses, et à réfléchir à la transmission de ces richesses, et à une lignée biologique, et a donc dû s'assurer que la lignée était bien du père, puisque c'était les hommes qui avaient pris le contrôle sur les ressources. Donc, pour être sûr que les enfants étaient bien à soi, il n'y avait pas d'autre solution que de contrôler le corps et donc la fécondité et la sexualité des femmes. Donc ça viendrait de là. Et puis en fait, c'est plutôt des nécessités économiques, en fait, patriarcales, patrimoniales, voilà. Ensuite, les religions s'en sont beaucoup mêlées au Moyen-Âge notamment, où on a vraiment fait du corps le lieu du péché, qui empêche l'élévation de l'âme vers Dieu. Donc ça a un peu ajouté, le sexe de toute façon, même entre époux était toléré parce qu'il fallait bien produire des enfants, mais le moins possible était avec mieux. Le moins de pratiques sexuelles possible. C'est vraiment, très très codifié. Il s'agissait de s'introduire dans le corps des femmes, de lâcher sa semence et de repartir, et de surtout ne pas s'échauffer l'essence. Et ne surtout pas y prendre de plaisir, etc. Donc et puis ensuite, à notre époque moderne, je pense que les nécessités économiques sont un peu les mêmes. On est toujours dans le capitalisme, on est toujours dans le patriarcat, on a toujours des transmissions à s'aligner, à assurer. Et donc, cette norme reste très prégnante, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce de religion, une espèce de dogme amoureux. Voilà, l'amour, c'est la fidélité, et c'est bien. Et l'infidélité, c'est mal. Et tout ça est entretenu par une large propagande, en fait, qui passe par la pop culture, qui passe par les médias, qui passe par tout le discours dominant. Qui n'est pas consciente, parce que dans la propagande, il y a quand même l'idée qu'il y a une volonté d'imposer cette norme-là. En fait, c'est plus que de très larges parts de notre culture populaire sont basées sur des intrigues autour de l'infidélité, de la tromperie. Le genre du théâtre de boulevard est entièrement là-dessus. Ciel, mon mari, oh non, mon amant est dans le placard. Il faut. Le comique est fondé entièrement là-dessus, sur la tromperie et l'infidélité. Énormément de séries, ça va des scénarios de télé-réalité, je pense à L'île de la Tentation, jusqu'à des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, je pense à Anna Karénine de Tolstoï, à Madame Bovary de Flaubert au 19e. Et il y a des séries contemporaines aussi aujourd'hui qui sont entièrement construites autour de cette question. Est-ce que les époux vont se tromper ou non ? Est-ce que Ross et Rachel étaient on a break ? Ah oui, ça c'est dans la série Friends. C'est vraiment... c'est le ressort narratif d'énormément de fiction. Et de séries. Et donc c'est comme ça aussi qu'on apprend les normes de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas, de ce qui est approprié ou non. Donc ce qu'on apprend, c'est que dans notre culture amoureuse, il est interdit de
avoir un contact physique avec une autre personne une fois qu'on est en couple. Un contact physique de l'ordre donc génital, évidemment, mais aussi d'embrasser sur la bouche, voire même pour certaines personnes, d'être proche physiquement ça peut d'autres même... personnes. là, maintenant, il y a un nouveau concept hyper flippant sur Instagram, c'est les micro-infidélités. Donc maintenant, on peut être aussi micro-infidèle. L'interdiction sur l'intimité n'est même plus que de l'ordre physique et charnel, ça devient de l'ordre de les pensées, les paroles, les fantasmes. On essaye de contrôler jusqu'à ça, quoi, jusqu'à... Oui, voilà, est-ce que si je pense à un autre homme qu'à mon mari quand je suis en train de faire l'amour, est-ce que c'est le tromper, par exemple? Est-ce qu'on peut tromper quelqu'un en pensée? Voilà, c'est ça. Et puis ce qu'on apprend dans ces contenus, c'est que c'est mal, quoi. De toute façon, tromper quelqu'un, c'est vraiment être une mauvaise personne. Alors, plus quand on est une femme que quand on est un homme. Là, le sexisme joue aussi à plein dans l'hétérosexualité, puisqu'il y a cette croyance que les hommes ont des besoins. Les hommes auraient des besoins sexuels et donc, quelque part, ils peuvent pas faire autrement. C'est un peu des klebs, quoi. Ou alors, s'ils le font, c'est que c'est un peu de la faute de leur femme, parce que sûrement qu'elle a les pas su le satisfait retenir. Exactement. Et donc, on en est quand même à la, je crois, 12e saison, il faudrait que je vérifie, de l'île de la Tentation. Une télé-réalité que j'ai beaucoup regardée quand j'étais enfant puis adolescente, et donc quand même qui existe dans plein de pays et dont le scénario est entièrement basé sur ça. Donc sur des hommes qu'on va envoyer sur une île, leurs femmes qu'on va envoyer sur une autre île et qui vont être soumis au défi de la tentation par des beaux et faibles et des belles jeunes femmes. Et tout le sel et le ressort scénaristique de cette télé-réalité, c'est les colères des uns et des autres en constatant que leur chair et tendre ne respecte pas les normes de la fidélité, quoi. Tu as passé beaucoup de temps à regarder toutes les critiques qui étaient faites aux personnes infidèles. C'est quoi les explications psychologiques qu'on a quand on n'est pas capable de fidélité ou quand on est même coupable de ces micro-infidélités en pensée? Je pense que pendant longtemps, on pathologisait peut-être plus les personnes elles-mêmes, mais c'est plus trop à la mode de pathologiser les sexualités des gens. Donc maintenant, on se cale plus sur, on fait plus du couple la cause de ça. Donc c'est le couple qui, les deux partenaires se sont éloignés, il y a un manque de communication, il y a un manque d'intimité. Ça peut être aussi, une insatisfaction sexuelle, l'envie d'explorer autre chose, que ce soit sexuellement, intimement, le besoin de tendresse, mais toutes gros, explications qui sont vraies. Oui, qui peuvent être vraies, mais disons ce que tu dis, toi, c'est que ça n'est pas forcément un problème. Oui, alors déjà, et puis en plus, on voit toujours l'infidélité comme... en fait, le désir de quelqu'un d'autre reposant sur un manque dans ton couple. Alors que moi, je pense qu'on peut très bien... Bon, déjà, un couple où il n'y a aucun manque et où tout est parfait, ça n'existe pas. Donc, on peut toujours trouver un truc qui ne va pas dans un couple, comme un truc qui ne va pas chez quelqu'un. Je veux dire, il n'y a pas d'individu parfait, donc il n'y a pas de relation, même de couple parfaite. Donc, c'est un peu une prophétie auto-réalisatrice, quoi. Oui, quand tu cherches, tu vas forcément trouver le truc qui n'allait pas. Mais en plus, je pense qu'on peut très bien désirer des gens. Le désir de quelqu'un ne vient pas d'un manque. Je suis complètement d'accord. Pas forcément. En tout cas, pas forcément d'un manque. Pas forcément. On peut être extrêmement heureuse. Oui. Sexuellement, sentimentalement et tout. Et c'est d'ailleurs parce qu'on va être extrêmement heureuse qu'on peut avoir du désir pour quelqu'un d'autre de façon extrêmement lumineuse et saine et sans chercher à compenser quoi que ce soit. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi comme ça que tu te fais parfois des nouveaux amis. C'est un moment où tu es bien dans ta vie et tu es ouvert à l'autre, tu as envie d'aimer. Et du coup, l'infidélité ou en tout cas le désir pour quelqu'un d'autre peut très bien arriver dans un contexte où il n'y a pas de manque. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup demandé qu'est-ce qui me manquait dans mon couple. J'ai essayé de... et effectivement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais disons que je me suis trouvée monstrueuse d'avoir envie de connaître, y compris intimement, certaines personnes. Mais en fait, c'est juste le truc le plus naturel chez l'humain. Et heureusement qu'on est comme ça. Et c'est une très bonne chose et une très belle chose. Alors, je me méfie toujours des explications sur ce qui est naturel ou pas chez les humains. Parce que... il n'y a pas de nature humaine, en fait. Non, je suis d'accord avec toi, mais... On est toujours un mélange de réalités biologiques qui sont façonnées aussi par la société, par des normes culturelles, etc. Même si je ne nie pas du tout la réalité de notre incarnation physique, de nos hormones, de nos corps, de nos chairs, etc. Mais ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir des élans sexuels, c'est quelque chose qui est très
partagés et des élans, tout simplement l'envie d'être intime avec quelqu'un, ce qui n'est pas forcément sexuel. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont asexuelles, il y a des personnes qui sont aromantiques. Tout le monde n'a pas la même appétence, la même libido. Ça varie en fonction des époques, des époques de la vie, des circonstances, des personnalités, de toutes sortes de choses. Mais que par contre, le fait d'avoir cet élan, cette envie d'intimité pour quelqu'un, oui, ça c'est très très largement partagé en fait. Bah oui, en fait, on est des animaux sociaux et on ne peut pas survivre les uns avec les autres. Je suis d'accord avec toi qu'il y a les uns sans les autres. Les uns sans les autres, pardon. Ouais. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de nature humaine. Et d'ailleurs, tous ceux qui disent la monogamie chez l'homme est naturelle, lol. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui est en tout cas évident chez les êtres humains, comme chez tous les animaux sociaux, c'est qu'on ne peut pas survivre seul. Le besoin des autres est comme manger, boire, respirer. Et en fait, ces liens dont on a besoin, ils sont de différents ordres. Et c'est faux de dire que, on peut avoir une envie d'amitié pour quelqu'un, on peut avoir un contact, plutôt amical. Donc, il y a plein de liens de cet ordre, mais on a décidé que d'isoler le lien amoureux, romantique, etc., et sexuel, du coup, et de décider que celui-là devait être unique. Alors que moi, je pense que dans sa vie, on peut croiser plein de personnes avec lesquelles on développe des liens plus ou moins intimes, plus ou moins amicaux, plus ou moins amoureux, et qu'il n'y a pas une seule personne avec qui on devrait développer ce lien-là, en fait. Même si je ne dis pas que c'est pas rare, parce que je pense qu'effectivement, les grands amours, c'est rare, mais ce n'est pas forcément unique dans une vie, et on peut aussi avoir... Et puis l'amour, c'est pas... Pareil, c'est un spectre, je veux dire, il n'y a pas être amoureux et pas être amoureux, je t'aime, je ne t'aime plus, c'est pas allumé, éteint, on-off, quoi. C'est bien ce que tu racontes dans ton livre, et puis ce qu'on est plein à raconter aussi. Moi, c'est ce que je voulais aussi dire dans mon podcast Le cœur sur la table, c'était que c'est un grand spectre, exactement, qu'il y a toutes sortes de formes d'amour, que l'amour évolue aussi dans les relations. Tu dis que souvent, on explique que si on est vraiment amoureux dans un couple, alors il est impossible qu'on désire ailleurs. C'est vrai, souvent au tout début des relations. Parce qu'il y a beaucoup à voir avec l'obsession, aussi pour des raisons chimiques, physiologiques, d'être obsédé par la personne, de ne pas du tout désirer d'autres corps. Et puis après, on le voit, et c'est ce que tu rappelles, c'est ce que tout le monde sait en fait, et constate, c'est que au fur et à mesure des années d'une relation, il arrive le plus souvent que le désir ne soit pas synchronisé. D'ailleurs, souvent, il ne l'est pas non plus au début. Que le désir entre les deux partenaires ne soit pas synchronisé. Que l'un des partenaires ou l'une des partenaires commence à ne plus du tout s'intéresser à la sexualité, etc., etc. Et ça n'empêche pas que les deux partenaires peuvent s'aimer très fort, mais avoir envie de cette nouveauté aussi, parce que là, et c'est certainement un trait très partagé chez les humains et les humaines, nous avons envie de nouveautés, nous avons besoin de stimulation, de nouveautés, etc. Ça, c'est des raisons qui ont été très bien développées aussi, je trouve, dans le livre de Esther Perel, qui est une analyste, psychologue qui vit aux États-Unis, qui a un podcast d'ailleurs qui s'appelle Where Should We Begin, mais qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Je t'aime, je te trompe. Ouais. Qui est assez mesuré, assez raisonnable sur cette question de la non-exclusivité, ou de l'infidélité, puisque c'est la raison principale pour laquelle les couples viennent la voir, parce que généralement, il y en a un des deux qui a trompé l'autre. Et donc, elle déplie les raisons pour lesquelles l'infidélité a lieu. Et elle explique aussi souvent que ce qui se passe, c'est pas que la personne qui a trompé l'infidèle n'aime plus l'autre, c'est aussi qu'elle a envie de vivre une autre vie, en réalité, et qu'elle a envie de vivre, d'être une autre personne, en fait. C'est pas d'être avec une autre personne, mais d'être elle-même, de se révéler, être une autre personne, parce que, je sais pas, vous allez vous mettre, avoir comme amant un professeur de danse, et alors vous allez vous passionner pour la danse, et votre vie est complètement autre chose, et vous-même, vous allez être tout à fait différente. Et ressentir de nouveau ce sentiment-là, quoi, qui est si merveilleux. Et... Donc tu expliques pourquoi il y a tellement de culpabilité avec ça, avec cette question, avec ce désir qu'il soit assouvi ou non, de toute façon, on se sent coupable. Et aussi avec le fait que si on franchit le pas, donc si on trompe son ou sa partenaire, la solution préconisée a l'air d'être la séparation. Oui. Ouais. Ou l'expiation éternelle de type ça n'est arrivé qu'une fois, voire avec la dévalorisation de l'amant ou de l'amante, c'est rien cette fille, c'est une pute, je m'en fous. Ça on l'a beaucoup vu encore une fois dans des fictions aussi. Parce que c'est la personne qui m'a fait sortir du droit chemin, parce que en fait moi je pense que vraiment il y a quelque chose de l'ordre de presque la religion quand on parle de l'amour, et en fait tromper c'est pas juste trahir la personne, c'est trahir
la religion de l'amour, quoi. C'est-à-dire la religion du couple, c'est Liv Strömquist aussi qui raconte ça dans La rose la plus rouge s'épanouit. Ouais, et les sentiments du prince Charles. Aussi dans Les sentiments du prince Charles, où elle dit que l'amour c'est une divinité, quoi. Ou que le couple en fait forme sa mini-religion, quoi. Et qu'une fois que le couple est séparé, c'est comme si la religion disparaissait. Ouais, voilà. Et du coup, je pense que quand on culpabilise, effectivement, on ne culpabilise pas juste de faire du mal à la personne, on culpabilise aussi de ne pas respecter l'amour, parce qu'on, voilà, toute cette propagande dont on parlait nous a mis en tête que l'amour c'était ça, et que si on ne respectait pas l'amour et que, on était vraiment une personne monstrueuse. Et donc du coup, immature, égoïste, lâche, etc. Et qui peut être le cas, hein, je tiens à le dire. Encore une fois, nous ne faisons pas la promotion de l'infidélité, ça n'est pas ça. Genre, oui, il y a des personnes qui trompent par égoïsme, immaturité, égocentrisme, totale négligence des besoins de sa partennaire, je suis etc. d'accord. Après, en fait, le problème, c'est que c'est un tel repoussoir, en fait, ce genre de figure de l'homme infidèle, que en fait, à partir du moment où on invoque l'infidélité, dans l'esprit de beaucoup de femmes, y compris des femmes féministes, et je pense que c'est pour ça qu'elles ont du mal à s'emparer du sujet, l'infidélité, c'est ça. Donc c'est mal, et la fidélité, c'est l'opposé, donc c'est bien. Enfin, tu vois, il y a vraiment une espèce de... Enfin, il n'y a pas un infidèle, il y a des milliers, des millions d'infidèles, et il y a tellement de situations différentes que c'est pas possible de résumer l'infidélité à Don Draper dans Mad Men ou le personnage de Marc Lavoine dans Le Cœur des Hommes, quoi. C'est beaucoup plus... Qui sont des mecs qui enchaînent les amantes et les maîtresses alors qu'ils sont mariés avec leur petite femme qui reste à la maison et qui se doute bien de quelque chose mais qui est très malheureuse parce qu'elle se doute bien que voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment des figures assez repoussoires, mais les infidèles ne sont pas tous ces hommes-là, et il faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui le sont, et il y a des milliers de raisons derrière ça. C'est juste, moi j'essaie toujours de renverser le miroir en disant, pour moi beaucoup de gens ne sont pas infidèles parce qu'ils sont lâches, égoïstes, monstrueux, etc. Ils sont infidèles parce que la fidélité, c'est la fidélité qui les rend infidèles. Enfin, si la fidélité n'était pas érigée comme telle, c'est aussi le fait qu'on ait appelé ça fidélité qui rend ces personnes infidèles. Pour moi, le problème n'est pas chez les gens, il est chez les modèles amoureux. C'est peut-être ça c'est peut-être cette copie-là qu'il faudrait revoir plutôt que d'essayer de faire à tout prix changer les individus, ce qui est promis un échec retentissant d'ailleurs. C'est impossible à tenir. Moi, c'est ce que j'ai soutenu. En tout cas, la première fois que j'ai parlé sérieusement de monogamie à un ex-petit ami, je lui avais dit, tu sais, on a 25 ans, nous rencontrons beaucoup de gens dans nos vies. Moi, la sexualité m'a toujours passionnée. J'ai toujours aimé tomber amoureuse. Si on a envie de rester ensemble toute notre vie, tu sais, ça va arriver en fait. Donc, on va avoir envie d'autres personnes, c'est évident. Et toi aussi. Donc, il vaut mieux en discuter dès à présent. Ouais, je suis d'accord. En fait, ça l'avait rendu furieux. Et oui, et pourtant, c'est juste la vérité en fait. La fidélité n'est pas adaptée à nos vies humaines, ni intérieures, ni extérieures. Parce qu'effectivement, on rencontre toujours des gens qui nous plaisent, et intérieurement, on ressent des choses. Alors, d'autres pourraient nous rétorquer que non, il y a des personnes qui arrivent très bien à être fidèles. Et donc, c'est juste que dans cette proportion-là de la moitié des hommes qui sont infidèles ou de 30% des femmes, c'est des gens qui sont effectivement immatures, égoïstes, qui n'essayent pas assez, que peut-être tout le monde est tenté. Ok, mais par contre, c'est autre chose de passer à l'acte. En fait, moi, je veux bien, mais je trouve que c'est creuser le lit de choses pas claires et malsaines. Je pense que les gens qui passent leur vie à renier ce qu'ils peuvent ressentir et à se dire « je me fais du mal, mais c'est pour mon couple, c'est pour ma relation, c'est pour l'amour, etc. » Non seulement, il y a donc cette espèce de sacrifice, je pense, c'est malsain pour soi, mais du coup, c'est ça aussi qui fait que quand on découvre que l'autre personne n'a pas respecté jusqu'au bout le truc, c'est ça qui fait aussi le pétage de câble, parce que, qui crée des drames pareils, parce qu'en fait, on voit bien dans les révélations d'infidélité à quel point la personne qui a été trompée et trahie est mal aussi, parce qu'elle se dit mais moi j'ai enduré tout ça pour rien. Donc tu vois, on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qu'on subit, quoi, et qu'on endure pour l'autre, et qui en fait on ne peut pas être sûr que l'autre va endurer jusqu'au bout également. Enfin tu vois, il y a quelque chose, c'est un peu un pari qu'on fait, et bon dans beaucoup de cas on le perd et on le fait payer très cher à l'autre. Ouais. Et tu listes toutes les conséquences délétères pour nos relations que peuvent avoir cette obligation à la fidélité. Tu dis par exemple, vu qu'on sait qu'on va avoir juste une personne à choisir, alors il faut absolument choisir la meilleure personne. Ou ça va aussi nous inciter au mensonge, ça nous incite à la rivalité, etc. etc. Bah oui, en fait, ça vient d'un article justement du blog des Fesses de la Crémière où il liste comme ça 7 ou 8 points en fait où donc en fait il dit que oui, ça pousse à la rivalité évidemment et à la comparaison les uns avec les autres, que l'autre devient un obstacle à des expériences potentiellement épanouissantes, donc forcément
quand l'autre devient un obstacle à notre épanouissement et à notre liberté, je pense que plus ou moins consciemment, on nourrit forcément une espèce de rancœur et d'un ressentiment à son encontre, même si on croit qu'on est libre de faire ce choix. Finalement, il y a quand même une espèce d'entrave par l'autre. Donc voilà. Le doute aussi, est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne personne, puisque il ne peut y en avoir qu'une. Voilà, tu as toujours une forme de doute. Il parle aussi du fait que ça mène à des sabordages précipités de relations, potentiellement, puisque si à un moment tu as une aventure et qu'elle est découverte et qu'il te faut faire un choix, ça peut amener à s'aborder l'une ou l'autre relation à un moment où peut-être cette relation n'était pas de fait terminée, ou que l'essence de la relation était encore là et qu'elle pouvait continuer. Une insécurité, oui, puisqu'il peut y avoir qu'une seule place, tu as toujours peur. Et comme il fait ce parallèle que je reprends, c'est si on vivait dans un monde où on peut avoir qu'un seul enfant et il faut abandonner le premier pour faire le deuxième, les enfants seraient perpétuellement dans ces espèces de blessures d'abandon, peur du rejet, dans lesquelles nous on est. Tu vois, on parle beaucoup de ça, hein, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Forcément, j'ai peur de l'abandon, puisque s'il ne peut y avoir qu'une seule place dans le cœur de la personne que j'aime, elle va m'abandonner si cette place est prise par quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et puis aussi l'incitation effectivement à mentir, puisque si dire la vérité, ça se paye de la mort de ta relation, et que je t'aime encore, il y a de fortes chances que je te mente si j'ai été voir ailleurs, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs points comme ça. Je trouve ça intéressant de montrer aussi les conséquences concrètes dans nos vies intérieures et extérieures de cette injonction à la fidélité. Ouais. Une autre comparaison, je trouve, qui est très fructueuse pour penser cette question, c'est de se dire mais pourquoi, et ça c'est souvent un argument avancé par les polyamoureux, mais de dire au fond sur la question des relations multiples, pourquoi est-ce que ça nous semble acceptable d'avoir plusieurs amis, pourquoi est-ce que ça nous semble tout à fait acceptable, voire souhaitable d'avoir plusieurs enfants, mais plusieurs partenaires amoureux sexuels, non. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un argument que j'utilise souvent, quand les gens me disent non, mais l'amour, c'est une seule personne, c'est un engagement envers un seul partenaire, et je leur dis je sais pas pourquoi ça vous paraît si... c'est juste que moi j'ai du mal à répondre à cette question, mais je la leur pose à eux. Pourquoi ça vous paraît si incroyable ? Pourtant les enfants, nos enfants, on les aime quand même. Enfin, moi j'en ai pas, mais je sais que les parents aiment leurs enfants profondément, et pourtant ça ne choque personne. Et je veux dire, ça paraît évident pour tout le monde qu'on peut très bien en faire un deuxième sans que l'amour pour le premier disparaisse ou s'éteigne. Alors oui, mais c'est les mêmes problèmes qui se posent, c'est-à-dire que le temps et l'énergie qu'on a à consacrer ne sont pas les mêmes. Oui, ça, c'est sûr. Et on sait que les enfants, il y a souvent une crise au moment où le deuxième naît, parce qu'on a moins l'intention de la part du parent, etc. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, culturellement, n'est pas du tout remis en question. Quoi qu'on en pense, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est, vous imaginez la violence si, en fait, on devait choisir, si on veut faire un deuxième enfant, on doit abandonner le premier, ou alors si on tombe enceinte par mégarde, il faut choisir entre... Enfin, c'est terrible. Et en fait, quand on tombe amoureux par mégarde, on va dire, de quelqu'un d'autre, il faut choisir. Enfin, c'est terrible, en fait, de devoir faire ce choix. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de Enfin, c'est un choix hyper torturant pour une personne de lui dire, maintenant... t'es amoureux de deux personnes. Enfin, c'est quand même terrible de se dire, il faut qu'il y en a une que je choisisse et l'autre que j'abandonne. Ça arrive, en fait. On peut dire oui, c'est pas l'idéal, c'est pas ci, c'est pas ça. Oui, mais ça arrive tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité ? Bien sûr. Et pensons-nous vraiment que dire il suffit de choisir, c'est sans conséquence sur le psychisme des gens, sur leur morale, sur la façon dont ils vivent leur relation, et même du coup sur leur couple, parce que dans l'hypothèse où ils vont choisir leur couple plutôt que leur amant ou amante, est-ce que vraiment on pense que la vie peut continuer comme ça ? De pas vouloir affronter, de prendre cette réalité à bras-le-corps de façon intelligente et mature, c'est quand même un peu dommage, et je pense que ça crée des drames en série et beaucoup de drames intérieurs aussi, beaucoup de violence intérieure chez les gens. Qu'est-ce que c'est une façon mature et intelligente de regarder cette réalité-là en face ? En fait, moi, je me suis souvent dit... c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors peut-être parce que moi, je suis dans une relation honnête, avec quelqu'un avec qui puis que j'aime vraiment. Je sais pas, il y a quelque chose de... Si un jour je découvrais, admettons que je suis pas dans un schéma non monogame, non exclusif, etc. Mais je pense que si un jour j'avais découvert qu'il me trompait, j'aurais peut-être été jalouse, malheureuse et tout, mais je me serais dit, s'il a fait ça, c'est qu'il a senti quelque chose de fort pour quelqu'un. Et en fait, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a quelque chose en lui, il se passe quelque chose en lui
qui me regarde pas, enfin, je veux dire, qui a sans doute un lien avec moi, mais pas que. Enfin, il y a quelque chose d'intérieur, voilà, qui se passe, quelque chose d'important. Je peux pas faire comme si ça n'existait pas, donc il va falloir qu'on en parle, qu'on voit ce qu'on peut en faire, et surtout, je n'ai pas le droit, moi, parce que je respecte son intégrité, son altérité en tant que personne, sa souveraineté sur ses sentiments, sur son corps. Je pense que je l'ai en fait toujours respecté avant même de déconstruire ça intellectuellement. Je peux pas, moi, ingérer dans sa vie comme ça en lui disant tu ne vois plus cette personne, tu ne penses plus à cette personne, tu me choisis moi. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose de... Enfin, je sais que ça va paraître jugeant, etc. Mais enfin, il y a quelque chose de pas sage, en fait. Enfin, tu vois, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, donc, je suis d'accord en théorie. Maintenant, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont été trompées, trahies, humiliées, etc. Moi-même, j'ai été trompée quand j'étais dans un couple monogame. Et donc, avec ce fameux garçon-là qui voulait absolument pas qu'on en discute, qui disait « mais non, ça n'arrivera jamais ». Bon, pour l'histoire, un jour, je suis rentrée de vacances. Il m'avait fait des scènes impossibles parce que je voulais aller faire du vélo avec un copain. Je me suis empêchée de le faire parce qu'il voulait vraiment pas que je le fasse, parce que ça le mettait mal et tout. En fait, quand je suis rentrée de mon voyage que j'ai donc fait toute seule, je suis allée faire une sieste. J'ai tendu la main et sur ma table de chevet, il y avait des boucles d'oreilles et des bracelets qui ne m'appartenaient pas. Donc, j'ai immédiatement compris qu'il m'avait trompée avec quelqu'un. Moi, j'ai eu un ex qui a tout fait pour briser la relation que j'ai actuellement, pour m'avoir pour lui tout seul. Et à partir du moment où on s'est mis ensemble, il s'est mis à me tromper dans tous les sens. Et c'est pareil, une fois, je suis rentrée... Enfin, on vivait pas ensemble, mais j'ai dormi chez lui. Et le matin, j'ai trouvé un emballage de capote sous le lit. Et j'étais là, mais enfin, j'ai fait tout ça. J'ai quitté l'homme de ma vie pour toi parce que voilà, tu n'envisageais pas les choses autrement. Et à peine suis-je tienne, entre guillemets, voilà. Donc c'est clair que... Donc je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin, en fait, parce que nous, on parle de transparence, on parle de communication, on parle de tout ça, mais en fait, l'infidélité a le grand intérêt aussi... pour beaucoup de personnes, de ne pas avoir à rendre de compte, en fait, et de faire leur vie et de ne pas considérer ce que pense l'autre personne. En revanche, j'ai eu un autre amant qui pendant des années, je l'ai tanné en lui disant mais mets ce sujet sur la table. En plus, ils en avaient déjà parlé longtemps avant et elle avait l'air d'être plus ou moins open. En fait, j'ai compris un jour que la vraie raison, c'était que lui ne supporterait pas que elle fasse ce que lui s'autorisait à faire. Et ça, pour moi, c'est hyper injuste et c'est vraiment de la malhonnêteté. C'est au-delà du mensonge, en fait. C'est de la malhonnêteté, de la manipulation, de la perversion. De la domination. Et de la domination. Et donc, absolument. C'est là qu'on va arriver au gros sujet qui est délicat. Moi, je suis d'accord pour penser la fidélité en tant que féministe. Et ce que je vis à titre personnel, je vois bien que c'est pas généralisable en fait, parce qu'on vit encore une fois dans le patriarcat. Et donc ça va impliquer plein de choses. Par exemple, le fait que la non-monogamie ou l'utilisation de la non-monogamie, de toutes ces belles idées là qu'on est en train de développer, ce sont des très beaux idéaux. Oui, on devrait avoir chacun la souveraineté sur nos corps. Oui, on devrait être libre de désirer qui on veut et d'agir sur ça. Non, on ne devrait pas être jaloux, être jalouse. Bon, c'est encore une autre question, la jalousie, mais... Sauf que dans le patriarcat, dans les couples, la réalité des couples hétérosexuels notamment, c'est que y en a une qui va statistiquement faire plus de travail domestique et ménager, donc qui va avoir moins de temps libre. Donc ce sont les femmes, en très grande majorité. Les femmes s'occupent également beaucoup plus des enfants, on charge des familles et ont de toute façon, pour des tas de raisons, notamment culturelles, moins d'intérêt aussi à accumuler les conquêtes, notamment parce que pour elles, ça les dévalorise, ça nous dévalorise, alors que pour les hommes, ça les valorise en fait, d'être des don Juan, d'accumuler les conquêtes, etc. Et donc, je vois trop, et j'ai entendu trop d'histoires comme ça aussi, comment le polyamour dans l'hétérosexualité, c'est une catastrophe en fait, en réalité, parce que dans l'idéal, ça a l'air très bien. En pratique, on se retrouve avec plusieurs cas de figure qui sont super problématiques. Par exemple, j'ai connu des types dans des relations soi-disant non monogames qui en réalité l'avaient imposé à leur compagne, où ça devient un argument en fait pour être une fille libérée et cool, il faut être non monogame. Alors qu'en fait, il y a énormément de femmes qui n'en ont pas du tout envie, mais qui laissent leur compagnon l'être parce que, sinon il va les quitter, il va pas pouvoir être avec elle, etc. Alors qu'en fait, ça les fait atrocement souffrir et que c'est pas du tout un choix librement consenti de leur part. Je pense que des relations libres saines ne peuvent se vivre que dans des... Enfin,
tout couple hétérosexuel, n'est pas forcément acheté à la poubelle, mais t'es forcé d'être avec des mecs un peu féministes, quoi, ou au moins un peu alliés, comme on dit. Enfin voilà. Mais même pas alliés. Pour moi, ce n'est possible que dans des couples où il y a vraiment une égalité totale, une implication totale en fait des deux, où il y a énormément de travail qui est fait chacun. Je suis même pas sûre que dans des couples avec enfants, ce soit c'est sûr. possible. Moi, j'ai pas d'enfants et c'est moi sûr que je vois bien à quel point ça garantit une certaine égalité avec mon amoureux. Donc voilà. Après, tu vois, je pense aussi qu'il y a des femmes qui se font, et j'en ai fait partie longtemps, qui se font imposer la monogamie et ça ne leur va pas non plus et elles le tolèrent et elles le subissent parce que sinon le mec va. Enfin, tu vois, c'est des situations qui peuvent aussi se retrouver quand on renverse les choses, quoi. Oui, je suis d'accord avec des types qui veulent pas du tout entendre parler d'autre chose, mais qui par ailleurs peuvent eux-mêmes être infidèles. C'est-à-dire que je pense que la monogamie est vraiment quelque chose qui arrange aussi beaucoup les hommes, enfin, qui peut arranger les hommes comme les femmes, en fait, pour des raisons très différentes, mais qui peut aussi beaucoup les arranger, et ce qui explique pourquoi il y a peu de littérature masculine sur le polyamour, la non-monogamie et tout, parce qu'en fait, le système actuel qui est d'avoir une femme légitime et puis des amantes à côté, des maîtresses, d'être infidèles et tout, a été conçu, en fait, pour l'intérêt des hommes. Masculine, je veux dire, c'est pas du tout un truc nouveau. Oui, voilà, c'est ça. Sauf que eux, ils le font de façon... C'est presque la monogamie masculine qui est un truc un peu nouveau, là, ces dernières années, où on a vraiment l'exclusivité sexuelle, en fait. Voilà, l'exclusivité sexuelle, on a commencé à vraiment réclamer des hommes les mêmes interdits qu'ils nous imposent depuis des siècles, en fait. Donc c'est très récent, ça a peut-être... Mitterrand, quoi, c'était encore accepté, c'était dans les années 80, ça c'est peut-être depuis 10, 20 ans que ça commence à vraiment devenir un interdit aussi prégnant pour les hommes que pour les femmes. Ouais, t'as raison. Mais je pense que si les femmes ont autant développé des réflexions sur la non-monogamie éthique et tout, c'est aussi parce que elles ont été très nombreuses à vivre cette position terrible, souvent très douloureuse, de l'amante, de la maîtresse, de la femme qu'on cache. Il y a Marie-Carmen Garcia qui a fait tout un travail dessus, une sociologue, sur les maîtresses, quoi, les femmes de l'ombre, les femmes qui attendent en fait en général que le mec quitte leur femme pour se mettre avec elle, ce qui arrive quasiment jamais. Et donc, ça crée tellement de drames chez les femmes aussi, ces problèmes d'infidélité masculine, qu'on est beaucoup, je crois, à avoir aussi réfléchi à ces questions, parce qu'on ne veut pas, en fait, de ce système qui nuit aux femmes. Enfin, cette infidélité ça qui cause... Ça fait partie des figures, la figure de l'amante, de la femme de l'ombre qui attend, ça fait partie aussi de ces figures repoussoires de toutes ces questions qu'on ne veut pas... Enfin, ça fait partie de cet imaginaire, mais qui n'est pas... Enfin, c'est pas un imaginaire, hein, c'est aussi une réalité, mais disons que oui, c'est aussi ce qu'on voit... ce dont quoi est imprégné notre esprit quand on réfléchit à ces questions-là, quoi. Bah oui, et tout ça, en fait, c'est pas que des préventions psychologiques. Je veux dire, il y a une base matérielle à tout ça. Et la base matérielle, c'est que dans le patriarcat, les hommes sont plus riches que les femmes et c'est eux qui ont le plus de moyens matériels, de carrières professionnelles plus rémunératrices, moins précaires, de patrimoine, etc., etc. Et donc, quand on prône la non-monogamie pour tous, en fait, on fait comme si le couple n'était pas un lieu essentiel aussi à la sécurité économique des femmes. Ouais, c'est clair. Et comme si c'était la même chose d'être infidèle ou d'être non exclusif sexuellement quand on est un homme dans un couple que quand on est une femme, qu'on vient d'avoir des enfants, qu'on est en postpartum, qu'on n'a pas d'activité professionnelle à soi, qu'on n'est pas soumise à des injonctions esthétiques absolument délirantes par rapport aux hommes, comme si on n'avait pas grandi dans cette culture qui nous explique, qui nous met en fait en concurrence, non seulement qui nous explique, mais qui nous met en concurrence les unes avec les autres. Donc en fait, je te suis entièrement sur ces idéaux de fidélité et de non-monogamie, de non-exclusivité que moi j'applique à titre personnel dans ma vie, mais je trouve que ça peut être très dangereux aussi en fait de les prôner et que ça rajoute une injonction supplémentaire aux femmes et aux femmes féministes. Ouais, alors après moi j'ai sûrement un biais parce que c'est vrai que de par mon compte Instagram, en fait je parle à énormément de femmes qui me racontent tout ça et qui sont plutôt dans le schéma inverse, c'est-à-dire qu'elles sont enfermées dans un couple monogame avec un mari qui ne veut pas entendre parler de leur souveraineté sur leur corps et de non-monogamie et d'ouverture de couple, etc. Beaucoup d'entre elles vivent quand même leur vie à côté ou l'ont vécu, ou souhaitent le vivre, etc. Et elles me disent, moi, je n'en peux plus, en fait. J'ai besoin de ça. Ou mes amants m'apportent tellement. Avec eux, je me sens redevenir une femme au lieu d'être juste une épouse et une mère. Ah, mais ça, on est d'accord. Amène à ça. Non, mais bien sûr, parce que quand on parlait de ta philosophie aussi, du désir, de pourquoi, en fait, ce serait tellement important d'agir sur ça, je te rejoins évidemment sur cette question que, eh bien oui, le fait
de ressentir énormément de plaisir sexuel, d'intimité avec quelqu'un et de vivre des histoires d'amour, ça fait certainement partie des plus belles aventures qu'on puisse vivre dans sa vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces questions-là sont rarement discutées ouvertement en couple, notamment parce qu'il y a un obstacle psychologique énorme qui est la question de la jalousie. Même si, encore une fois, je prends aussi très au sérieux les conditions matérielles dans lesquelles ça peut se dérouler. Enfin, je veux dire, un type qui expliquerait à sa meuf qui vient d'accoucher justement ou qui a toute la charge familiale et tout, que bon, bah lui, quand même, il serait bien non monogame et tout. Enfin, je trouve que c'est... En fait, je trouve qu'on a tellement privilégié l'intérêt des hommes, en fait, et leurs désirs, et que je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'on devrait accorder les mêmes droits aux deux, en fait, tu vois. Et je le dis de moins en moins en plaisantant, que je pense que dans l'hétérosexualité, je pense que les femmes auraient tout intérêt à être non monogames et pas les hommes, en fait. Aussi pour d'autres raisons, donc une histoire de conditions matérielles, mais aussi tout simplement à cause de la socialisation des femmes qui sont socialisées à prendre soin et à prendre soin de beaucoup de relations à la fois, et donc qui seraient plus capables, en fait, de vivre ce mode de vie que les hommes. Je suis d'accord, mais du coup, avec qui? Moi, je dis ça aussi parce que je me dis si les hommes... Enfin, moi, j'ai le point de vue inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des amoureux, des amants qui étaient empêchés de ça par leur femme, et bon, bah moi, même justement, ils n'étaient pas empêchés puisqu'ils étaient, ils étaient des amants. En tout cas, empêchés de le vivre librement, et du coup, enfin, tout ça, ça pesait effectivement sur notre relation, et ça a fini par le fait qu'elle se termine, quoi. C'est quand même... Enfin, moi, je suis d'accord que toutes les idées que je prône, et je le dis dans le livre, ne peuvent s'envisager sereinement, sainement et justement et équitablement que dans une perspective de sortie également du patriarcat, ou du moins d'atténuation de ses effets, etc. Après, ce que je vois aussi dans ce que tu viens de me raconter, dans les histoires que moi j'ai pu avoir, et donc du coup je me suis retrouvée de fait dans des rivalités avec d'autres femmes et tout, c'est que en fait on continue de se faire la guerre entre nous pour les hommes. Et aussi, tout ça, c'est organisé par le patriarcat. Responsabilité, et eux ont une grande responsabilité. Et donc, ça ajoute de l'eau à mon moulin en fait, les types sont pas prêts. Enfin, il y a très peu de garçons qui sont prêts à vivre ça correctement, notamment parce qu'ils sont peu socialisés à prendre soin des relations. Et donc, j'en ai vu aucun, en fait, dans ma vie, capable de prendre soin de plusieurs relations. Non, mais c'est une catastrophe. Ah non, mais je pense qu'ils sont au max quand ils ont déjà une meuf. Mais déjà justement, ouf. En fait, alors souvent, si en plus ils ont quelques enfants, mais ils sont au max de ce qu'ils peuvent faire. Et surtout, souvent, ils sont pas capables, ils sont pas à la hauteur des besoins d'une relation avec une femme. Donc en fait, en avoir plusieurs, ils sont nuls. Enfin, ça ne marche pas, tu vois. C'est toute l'expérience que j'ai eue. Alors que j'estime, moi, des expériences que j'ai vécues ou qu'on m'a rapportées et tout, que gérer plusieurs relations, je sais déjà faire, puisque c'est ce que je fais avec mes amis, dont je suis super proche, ou parce que je suis très bien organisée, ou parce que on sait déjà faire, tu vois. Oui, mais moi c'est pareil, hein, dans ma vie concrète, voilà, j'ai eu aussi des moments où j'ai eu des amoureux, des amants, et je me rendais compte que oui, c'était impossible pour eux de gérer plusieurs relations en même temps. Alors soit ils surinvestissaient la relation qu'ils avaient avec moi en délaissant du coup leur conjointe, donc les ou alors ils me délaissaient complètement. Ah oui, et ou alors ils me délaissaient complètement moi, ils coupaient, enfin tu vois, ils rentraient dans des tunnels de ghosting où à un moment j'avais plus de nouvelles. Enfin voilà, c'était super bien quand on se voyait, puis après pendant 6 mois, c'est je me bats la coulpe avec des orties parce que, enfin voilà, ce que j'ai fait est horrible, et donc peut-être que je suis dans mon couple un peu plus respectueux, mais toi je t'oublie complètement. Donc oui, il y a un vrai problème au niveau du care masculin. Ça, de toute façon, c'est un peu un lieu commun du féminisme. Oui. Tu vois, moi, dans toutes les histoires que j'ai entendues, qu'on m'a rapportées, si on est d'accord sur les grands principes, il me semble que c'est toujours la mise en œuvre en fait qui pose problème. Et ça se loge dans des tout petits détails, hein, de comment est-ce qu'on a prévenu l'autre, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans la relation, qu'est-ce qui se passe quand tu tombes amoureux alors que l'autre a une grave maladie, par exemple, au même moment. Et donc quand l'autre attend que tu sois là pour elle ou pour lui, en fait, toi, t'es à fond dans ta nouvelle relation en train de batifoler ailleurs. Moi, je comprends que ce soit... et tu peux dire, oui, mais c'est ma souveraineté. Mais en fait, la tension, elle se fait avec... ce fait que dans une relation, tu as une responsabilité aussi de la relation. Bien sûr, et donc, tu peux pas dire que tu fais ce que tu veux tout le temps comme tu veux, parce que le propre de la relation, c'est justement que tu vas pas faire tout le temps ce que tu veux. Non, mais entièrement. Et moi, je me pose aussi beaucoup la question, par exemple, si je sortais avec quelqu'un de hyper fêtard, quoi. Moi, je suis une fêtarde, mais je suis pas non plus une hyper fêtarde. D'ailleurs, j'ai été avec un mec qui était très fêtard et qui pouvait des fois sortir le soir jusqu'à pas d'heure, et où moi, j'en avais marre, je rentrais et après, je l'attendais jusqu'à 6h du matin.
Et voilà. Et en fait, quand il rentrait, et donc et lui, il me disait, c'est quand même, enfin, je pétais les plombs. Et il me disait, mais c'est quand même ma liberté de faire ce que je veux, si j'ai envie de sortir jusqu'à pas d'heure, etc. Et ça m'a beaucoup questionné de qu'est-ce qui est juste en fait. Est-ce que à un moment, je suis légitime de lui dire, ouais, mais en fait, moi, ça me fait du mal en fait, et j'aime pas, je suis pas bien dans cette relation. Et si ça continue, il y a quelque chose qui doit changer, sinon je vais rompre parce qu'en fait, je suis pas heureuse. Et en même temps, me dire, ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'il est libre après tout. Donc, à quel moment tu te contentes de. Enfin, voilà, à quel moment tu es légitime de. Enfin, finalement, je me retrouve un peu dans la même posture que les gens qui disent, en fait, moi, ça me fait vraiment souffrir que tu aies d'autres relations à côté. Oui, donc, je suis d'accord. Mais de toute façon, il n'y a pas de réponse claire. Et moi, les gens qui me disent, ça m'est arrivé, des gens qui me disent, vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi sur la théorie, mais en pratique, je n'y arrive pas. Et ces gens-là, je leur dis, mais si vous n'y arrivez pas, c'est OK. Il n'y a pas de problème. C'est comme maintenant un parallèle que je fais, tu vois, c'est que je dis, mais en fait, moi, je mange encore de la viande. Pourtant, j'ai tout à fait conscience de l'horreur que c'est, tu vois, l'exploitation animale, etc. Mais je n'arrive pas, je fais beaucoup d'efforts et voilà, j'ai été végane à des moments. Chez moi, j'achète très peu de viande, etc. J'en mange plus à l'extérieur ou quand je suis invitée. Voilà, enfin, les gens sont pleins de contradictions. Je n'arrive pas, pour l'instant en tout cas, à totalement arrêter de manger de la viande et des produits animaux. Et voilà, j'avance avec ça, tu vois. Enfin, voilà, la conscience de ce qui est juste et la mise en application ne peuvent pas toujours être alignées. Et en fait, peut-être que c'est pas plus mal, tu vois, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, on est des êtres pleins de défauts et il faut bien faire avec ça. Et je pense que c'est génial de pouvoir être totalement aligné tout le temps, mais je pense que ça tient à pas mal de choses qui ne dépendent pas que des gens, tu vois. Ça dépend pas mal aussi des circonstances extérieures. Et si ça devient un combat permanent contre toi-même, entre ce que tu peux ressentir et ce que tu peux penser, etc., ça risque aussi pas forcément de te faire du bien. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens, mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à quoi ? Par exemple, accepter que l'autre aille voir ailleurs, accepter la liberté de l'autre puisqu'on parle de ce sujet-là, tu vois. Bon, si au moins intellectuellement, moi ce qui m'embête, c'est vraiment la mauvaise foi des gens qui prétendent que intellectuellement, non, et qui te sortent une batterie d'arguments qui n'ont pas beaucoup de sens. Genre quoi ? Voilà, sur l'histoire du choix, sur le fait que l'amour, non, c'est forcément exclusif, non, que la monogamie c'est naturel pour les humains. Enfin voilà, qui vont te sortir vraiment des énormités qui sont très très facilement débunkables. Mais voilà, après reconnaître que ça se tient sur le plan de l'éthique, mais pas réussir à le mettre en pratique dans sa vie amoureuse, c'est comme ça, c'est pas grave. Ah oui, donc ce serait intéressant de dire, écoute, je pense vraiment que chacun est souverain avec son corps, mais c'est trop difficile pour moi en fait. On n'est pas sur Terre pour être malheureux non plus, enfin, faut aussi penser à son propre bonheur et voilà. Donc on peut dire, mais par contre vraiment, l'idée que tu ailles passer des nuits à t'éclater avec d'autres personnes, c'est trop difficile pour moi. Oui, voilà. Et peut-être que c'est trop difficile pour l'instant, et je pense aussi que si on veut que ça évolue, il faut pouvoir accepter que c'est trop difficile pour l'instant. Et peut-être un jour ça changera, mais si ça change, ce ne sera qu'à condition que je ne me suis pas forcée à accepter quelque chose parce que ça me paraissait juste éthiquement. Je pense aussi que, et puis beaucoup de femmes aussi sont conditionnées à toujours se poser la question de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légitime, etc. Tu vois, alors que les mecs, ils s'en foutent beaucoup plus de ça. Mais c'est ça, tu vois, et encore une fois, à vouloir toujours faire plaisir à l'autre, à vouloir toujours avoir son intérêt et tout, alors même que, je comprends encore une fois, d'un point de vue féministe aussi, que vu les situations dans lesquelles sont les femmes dans leurs relations amoureuses, c'est vraiment dégueulasse en fait de dire que allez, en plus maintenant pour être une bonne féministe, il faut laisser ton mec aller courir un peu partout et avec le sourire en plus et être une bonne polyamoureuse en n'étant jamais jalouse. Non mais moi je vais jamais aller voir la femme de mon ex-amant pour lui dire non mais franchement c'est n'importe quoi. Je comprends ce qu'elle ressent et il y a pas de problème. Ça me fait souffrir, ça me fait chier que ça soit comme ça, mais c'est pas de sa faute à elle. C'est pas de sa faute. C'est le lavage de cerveau qu'on subit autour de ça. Quoi. Donc, et les conditions dans lesquelles on vit aussi. Exactement. Donc si vos sentiments et votre compréhension intellectuelle et éthique des choses ne s'alignent pas, c'est ok. Si ça s'aligne pas pour l'instant, c'est ok. Et si ça s'aligne jamais, c'est ok aussi. Mais par contre, je suis d'accord sur la nécessité de réaffirmer et de sentir aussi qu'on est souveraine sur nos corps. Et donc on décide en fait ce qu'on va faire de nos corps ou non. Et sur cette conception du désir qui est aussi très nourrissant, qui nous fait vivre des choses extrêmement belles et qui est aussi un des lieux où s'exerce notre liberté, notre créativité, notre puissance d'agir, mais notamment, encore une fois, encore plus pour les femmes, dans la mesure où nous en avons été privées dans l'histoire. Et parfois, avec la non-monogamie,
Ce que je dis à des amis qui se sentent affreusement coupables, je leur dis à moitié en plaisantant, mais pas que, en fait, tu venges tes ancêtres, quoi, tu vois. Il y a un truc de pense, en fait, à tous les désirs qui ont dû être avalés par toute ta lignée là, de femmes qui ont été contraintes d'avoir des enfants, qui ont été contraintes de se marier, qui ont subi des viols conjugaux, qui ont vraiment vécu dans des conditions très probablement épouvantables. Eh bien, il se trouve que nous avons la liberté de jouir, de faire toutes sortes d'expériences, d'éprouver du plaisir. Et cette question du plaisir sexuel, elle n'est pas futile ni anodine, en fait. Elle est aussi très importante, et peut-être qu'elle va aussi passer par la rupture de cette norme de la fidélité, de la monogamie. Non, mais en fait, oui, je pense que c'est ça surtout sur quoi il faut mettre l'accent. C'est pour ça que je parle plus des corps, des individus et de la souveraineté que des relations. Et bien sûr, dans la pratique, c'est plus compliqué que ça, mais déjà dire aux femmes, en fait, votre corps vous appartient, enfin, c'est tellement rien, et en même temps, c'est tellement tout. Et c'est tellement pas quelque chose qu'on a assez entendu, hein. Enfin, moi la première. Merci beaucoup à Sabine Valence pour cette conversation aussi franche que stimulante, y compris et peut-être surtout là où nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Merci beaucoup, c'était trop cool. Merci à toi. Je vous conseille vivement la lecture de son livre « Aimer sans posséder, une critique féministe de la fidélité » paru aux éditions Textuelles. S'il vous plaît, si c'est possible, achetez-le en librairie indépendante. Et vous pouvez aussi la suivre sur Instagram sur le compte Fidélité Mes Fesses. Toutes les références que nous avons citées sont comme d'habitude à retrouver en détail dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon Substack. Substack, c'est la plateforme d'où j'envoie ma newsletter et vous pouvez aussi écouter ces épisodes sans pub. Si le cœur vous en dit, racontez-nous ce que ces questions vous font, comment vous les vivez, on peut en discuter sur le chat, sur Substack, et vos commentaires sur Spotify ou sur Substack intéresseront forcément beaucoup d'autres auditrices. Chaque fois que vous parlez de ce podcast autour de vous, que vous l'envoyez à des amis, que vous laissez un commentaire ou des étoiles, ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Renverser la table, c'est un podcast créé et produit par moi, Victoire Tuaillon. Jeanne Longhini s'occupe de la production et de la communication. Solène Moulin a réalisé et mixé l'épisode et composé la musique. Amandine Gilou en a imaginé l'identité graphique. Mélanie Vazeux gère la pub et les partenariats. Merci et à bientôt.